Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soleil d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons essayer ensemble d'appréhender le système d'écriture hiéroglyphique, et cela d'une manière brève et concise. Je vous préviens, ça va être un peu complexe, mais rassurez-vous, vous allez y arriver. C'est un petit challenge avec une vidéo courte, mais cette vidéo vous permettra d'être plus à l'aise avec les mots ou les phrases en hiéroglyphes que je présente dans mes autres vidéos. Alors commençons sans plus attendre. Premier constat, nous pouvons voir que l'égyptien hiéroglyphique est une écriture pictographique. Les signes hiéroglyphiques représentent concrètement toute chose de l'environnement de l'ancien égyptien. Des humains, des animaux ou des parties de ceux-ci, des plantes, des éléments du paysage, des objets quotidiens ou sacrés, des habits, des outils, etc., etc. Il existe des milliers de signes hiéroglyphiques, mais heureusement pour nous, il y a 700 signes environ qui sont utilisés couramment. Ces signes les plus fréquents ont été catalogués par type dans une liste créée par l'égyptologue anglais Sir Alan Gardiner. Les signes y sont rangés par catégorie: homme, femme, partie du corps humain, mammifère, partie de mammifère, oiseau, amphibien, reptile, poisson. Plantes, signes se rapportant à la terre, au ciel, à l'eau, aux constructions, aux bateaux, au mobilier sacré et funéraire, et des signes se rapportant à l'agriculture, à la chasse, à l'artisanat, à la vannerie, ou bien encore au tissu, vases, récipients, pain, matériel d'écriture, etc., etc. Les Égyptiens étaient de grands observateurs de la nature et ont rendu fidèlement et avec soin l'apparence des animaux, par exemple les oiseaux, dans leurs hiéroglyphes. Vous voyez ces signes rouges? Ce sont les signes qui notent un seul son. Et avec ces 23 signes, vous avez tous les sons que peut produire l'ancien égyptien. Nous allons les voir tantôt. L'écriture des hiéroglyphes comporte certaines règles, notamment celle des cadras. Les Égyptiens écrivent ou disposent leurs hiéroglyphes dans des petits cadres carrés imaginaires que l'on nomme les cadras. Il n'y a pas de règle précise, si ce n'est que cela doit être esthétique. Les signes y sont disposés harmonieusement selon leur taille. Si j'ai envie d'écrire le nom du roi Amenhotep, je ne vais pas disposer mes signes l'un à côté de l'autre, car cela prendrait trop de place. Sachant que le coût de production d'un papyrus est assez élevé, il vaut mieux optimiser l'espace. De plus, lorsque l'on écrit en respectant la règle des cadras, c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus joli. Comme dans mon exemple, il s'agit d'un nom d'un roi, Amenhotep, celui-ci est inscrit dans un cartouche. Les hiéroglyphes peuvent s'écrire horizontalement en ligne, verticalement en colonne. Comme vous pouvez le voir avec l'agencement des textes sur la stèle de Dédia qui est au Louvre. Dédia qui était d'ailleurs chef des dessinateurs d'Amon, c'est-à-dire celui qui élaborait et dessinait les grandes scènes que l'on retrouve, notamment pour Dédia, dans le grand temple d'Amon, à Ouaset, Thèbes, aujourd'hui Karnak, sous le règne du roi Séti Ier au Nouvel Empire. Remarquez aussi avec cet exemple cette belle triade divine composée par Osiris au centre, Isis à droite et leur fils Horus à gauche. Nous allons maintenant parler du sens de lecture. Alors les hiéroglyphes se lisent de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite. Pour trouver le sens de lecture dans un texte, repérez le signe d'un être vivant, un être humain, un oiseau, un reptile. Eh bien, notre vipère ou notre bonhomme tournera son regard vers le début de la phrase, et donc le texte se déroulera dans son dos. La vipère regarde vers la gauche, donc le texte se lira de gauche à droite, et inversement pour la petite divinité barbue qui est en dessous et qui regarde vers la droite, et donc le texte se déroulera dans son dos, et donc le texte se lit de droite à gauche. Regardons à présent l'agencement de ces deux phrases. Dans la phrase du dessus, il me faut tout de suite repérer un être vivant. Ici, une petite vipère à cornes et aussi un homme assis.
nous pouvons remarquer que la vipère et l'homme regardent vers la gauche. Donc, le texte se déroule dans leur dos, et donc, on doit lire de gauche à droite. Dans la phrase du dessous, nous pouvons repérer une divinité assise barbue et, encore une fois, un bonhomme assis. Tous les deux regardent vers la droite, donc le texte se déroule dans leur dos, et donc il faut lire de droite à gauche. Et il en va de même si votre texte est inscrit en colonne. Là, on reprend les deux mêmes phrases, on repère nos êtres vivants. Évidemment, un texte en colonne se lit de haut en bas, jamais le contraire. Les deux phrases qui sont à droite se lisent donc de gauche à droite. Et je vous ai mis des petits numéros pour vous donner l'ordre de lecture des signes dans un cadran. Les deux phrases présentées ici se lisent Imen hetep hit hef et Imen netcher i. Et elles signifient Amenhotep est mon père, Amon est mon Dieu. Et vous allez me dire pourquoi j'ai mis le verbe être entre parenthèses dans la traduction. Eh bien, c'est parce que le verbe être n'est pas exprimé en ancien égyptien. De plus, il s'agit de ce qu'on appelle une phrase nominale ou une phrase non verbale. Mais continuons sur le sens de lecture. Il faut faire attention car sur certains documents, monuments, stèles par exemple, comme ici présenté, nous pouvons avoir deux sens de lecture dans le même texte. Et il va donc falloir déterminer où se trouve le changement d'orientation des signes. Regardons cette jolie stèle qui est au British Museum, datant du Nouvel Empire, une stèle au nom de Monsieur Nahtefmut. Je vous ai déjà indiqué par cette ligne rouge où se fait le changement d'orientation des signes. Repérez sur les colonnes de texte à gauche de ma ligne rouge un cobra, une vipère à cornes, un cormoran et un peu plus loin, sur la seconde colonne de texte, un faucon. Eh bien, ces quatre animaux regardent tous vers la droite. Donc le texte se lit de droite à gauche. Et à droite de ma ligne rouge, tout en bas de la première colonne, je repère une vipère à cornes et sur le début de la seconde colonne, un vautour. Un peu plus loin, nous trouverons aussi un canard. Eh bien, ces trois animaux regardent vers la gauche. Et donc le texte se lit de gauche à droite. Je crois que maintenant vous avez compris. Alors pourquoi il y a un changement d'orientation des signes sur cette stèle ? Eh bien, c'est parce que ce sont deux textes dont le contenu est différent. Nous sommes sur une stèle avec la représentation de deux personnages en prière devant une divinité. Pour faire court, la partie de droite correspond au texte qui se rapporte aux souhaits ou aux vœux des deux orants, et la partie à gauche est la réponse du Dieu, la réponse divine, et les bienfaits que celui-ci va accorder aux deux personnages en adoration devant lui. Voilà en tout cas comment fonctionnent les textes sur cette petite stèle. Je vous laisse encore admirer la beauté de cette stèle cintrée. Nahtefmut et son épouse sont représentés portant leurs plus beaux habits en lin fin transparent et plissé, qui leur couvrent tout leur corps. Remarquez le traitement de la transparence sur les teintes ocre de monsieur et de madame. Ils portent des perruques longues, typiques du Nouvel Empire, et sur la tête, ils portent des cônes de graisse parfumée, représentés ici simplement pour dire que leurs vêtements et leurs perruques sentent bon. Ils sont tous les deux en position d'adoration, de prière, devant un dieu à tête de faucon surmonté d'un disque solaire sur la tête. Il s'agit du dieu Ra Hor Ahti. Ra, l'Horus des deux horizons. Toujours dans nos premiers repères sur l'écriture hiéroglyphique, il faut remarquer que dans un texte en hiéroglyphe, vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de séparation entre les mots et il n'y a aucune ponctuation.
C'est pourquoi, lorsqu'on débute les hiéroglyphes, il est assez difficile de repérer où est le début du mot, la fin d'un mot, le début de la phrase, la fin d'une phrase. C'est avec l'habitude et avec le vocabulaire qui vient au fur et à mesure que l'on repère donc les mots, la disposition des signes, leur emploi et la structure d'une phrase. Il n'y a certes pas de ponctuation, mais il existe, par exemple, des particules d'énonciation en début de phrase comme you. De plus, les signes employés comme déterminatifs, on verra tout de suite après ce qu'est un déterminatif, indiquent la fin d'un mot, puisque les déterminatifs sont toujours inscrits en fin de mot. Vous inquiétez pas, on va parler bientôt des déterminatifs. Mais avant, je vous propose des petits exercices. Faites pause et trouvez le sens de lecture ainsi que le changement d'orientation sur cette architrave qui se trouve sous le plafond de la salle hypostyle du temple d'Hathor de Dendera. Et profitez des couleurs vives de ces hiéroglyphes qui ont retrouvé leur splendeur suite à une restauration récente, il y a quelques années. Second exercice, faites pause et trouvez le sens de lecture ainsi que le changement d'orientation. Essayez de repérer les êtres vivants. Et profitez de la beauté de la stèle de Djed Khonsu Yuf Anr, qui est au Louvre, qui date du Nouvel Empire et qui présente le défunt Djed Khonsu Yuf Anr jouant de la harpe devant le dieu Ra-Or-Ahti, Ra, Horus des deux horizons. Continuons notre découverte du système hiéroglyphique. Il faut savoir que le système hiéroglyphique ne note que les consonnes d'un mot, comme en arabe ou en hébreu. Mais il existe ce qu'on appelle les semi-consonnes. Les semi-consonnes sont des voyelles qui s'utilisent comme des consonnes. Nous allons voir à présent ce qu'est la translittération. La translittération, c'est la transcription des sons des hiéroglyphes en un alphabet phonétique spécial qu'on appelle l'alphabet de translittération et qui est très différent de l'alphabet phonétique international. Cet alphabet de translittération a été inventé par les égyptologues pour pouvoir transcrire les sons de l'égyptien ancien dans notre alphabet. Vous reconnaissez la plupart des lettres, mais il y a des caractères qui sont bien spéciaux. Commençons par le Ain, qui est représenté ici par une petite cupule en l'air, qui est pour le son du A long. Nous avons après une sorte de 3. Alors ce 3, c'est le Aleph, c'est l'autre A, notre A. Puis nous avons le son I qui est transcrit avec I ou J. Puis lorsqu'il s'agit d'un I long, celui-ci est transcrit avec un Y. Le son OU est noté en translittération avec le W. Ça pose pas de problème pour B, P, F, M, N, R et notre H. Puis nous remarquons que nous avons 3 autres H. Un H avec un point en dessous, un H avec une sorte de demi-cercle en dessous et un H avec un trait en dessous. Pour se faciliter la tâche, on va les appeler H point, H rond et H trait. Le H point, c'est pour une légère aspiration. Puis le H rond, c'est pour la gutturale H, comme le H allemand ou la Jota espagnol. Puis le H trait, c'est particulier, c'est une sorte de son qui ressemble à H. Puis nous avons S, ça pose pas de problème. Nous continuons avec un S avec ce que les Tchèques appellent une tcheka, une sorte de circonflexe à l'envers. Ce S-là, c'est le son ch. On continue avec le K, notre K. Puis nous avons un K avec un point en dessous. D'ailleurs, on pourrait noter le même son avec un Q. Il s'agit du K guttural K. Puis le G qui suit sert à noter le son G. Le T, il n'y a pas de problème. Le T qui suit avec un trait en dessous sert à noter le son Ch. Le D qui suit, pas de problème. Et le D avec un trait en dessous sert à noter le son J. La seconde ligne que j'ai écrite en dessous, c'est pour vous aider à prononcer, à vocaliser. Et la troisième ligne, c'est l'alphabet de translittération
mais lorsqu'on n'a pas la police spéciale avec nos caractères spéciaux. Et par défaut, on utilise les signes de notre clavier là. Mais en fait, vous pouvez retrouver facilement cette police de translittération sur Internet. Concernant la prononciation conventionnelle de la translittération, voici les règles. Il faut insérer un « est » entre les consonnes. Il faut prononcer les semi-consonnes comme des voyelles. OU étant prononcé OU, line et l'aleph étant prononcé A ou A, et I étant prononcé I ou I long. Autre règle pour la translittération, le point est utilisé pour séparer le radical du suffixe. Par exemple, le point T qui est la désinence du féminin, ou encore le point OU qui est celle du masculin pluriel, ou du point OUT qui est celle du féminin pluriel. Le trait d'union sert dans les noms composés, par exemple ra, her, ahti. Le égal relie le pronom personnel suffixe au mot, substantif, verbe, préposition auquel il se rapporte. Quelques exemples. Neferet, qui veut dire la belle. Peru, qui veut dire les maisons. Sot, qui veut dire les places. Perek, qui veut dire ta maison. Sejem-i, qui veut dire j'entends. Ou encore MF, qui veut dire dans, en lui. Découvrons à présent comment un signe hiéroglyphique peut être employé. Un signe hiéroglyphique peut être employé comme un idéogramme, un signe idée, un phonogramme, un signe son, un complément phonétique, un auxiliaire de lecture, ou bien comme un déterminatif, un signe catégorie. Commençons avec les idéogrammes, les signes idées. Les idéogrammes sont des signes images. Ils représentent ce qui est dessiné. Ils ont une seule valeur sémantique, mais plusieurs valeurs phonétiques. Notre hiéroglyphe du taureau représente bien un taureau, mais cependant, il peut se prononcer K, et dans ce cas-là, il signifie taureau, et il peut aussi se prononcer qui signifie bœuf. Le plus souvent, les idéogrammes, les signes idées, sont accompagnés d'un trait qu'on appelle le trait du déterminatif. Ce trait nous indique que l'on parle bien de ce qui est représenté. Par exemple, un plan de maison avec le trait du déterminatif se lit per et signifie maison. Les deux lèvres qui esquissent une bouche avec le trait du déterminatif se prononce ra et signifie bouche. Le morceau de bois avec le trait du déterminatif se lira het et signifie bois. Le signe des deux montagnes avec une vallée plus le trait se lira ju et signifie montagne ou colline. Le bras vu de profil avec un trait se lit a et signifie bras. Le canard avec le petit trait du déterminatif se lit apède et signifie canard. Continuons. Un signe hiéroglyphique peut être employé comme un phonogramme, un signe qui marque un son. Il y a 3 catégories de phonogrammes. Les unilitaires qui notent une consonne, un son. Les bilitaires qui notent une séquence de 2 consonnes, 2 sons. Et les trilitaires qui notent une séquence de 3 consonnes, 3 sons. Bon, il existe aussi des quadrilitaires, mais ils sont très très rares. Ah, voilà les fameux unilitaires que j'ai évoqués en début de vidéo. Et bien maintenant, nous allons les découvrir ensemble. Commençons avec le premier signe qui représente un vautour percnoptère. On l'écrit en translittération avec cette sorte de petit 3. Et il se prononce A, comme dans pas.
Second signe, celui d'un bras vu de profil, c'est la lettre Ein. Il s'écrit en translittération avec cette petite apostrophe arrondie et transcrit le son A, une sorte de A long, comme dans le mot case. Nous avons ensuite un roseau qui se prononce I et se translittère avec un I. Les deux roseaux qui suivent sont le I long, qu'on va translittérer avec un Y, et on peut aussi l'écrire avec deux traits obliques. Le signe suivant représente un poussin de caille. Il sert à noter le son OU et s'écrit en translittération avec le W. Je vous rappelle que le A, le le I et le OU sont des demi-consonnes, encore appelées demi-voyelles. Pour le son B, on utilisera une jambe, vue de profil. Pour le son P, un siège. Pour le son F, une vipère à cornes. Pour le son M, une chouette. Le signe de la chouette effrayée a la particularité d'avoir la tête vue de face. Et nous utiliserons pour le son N, une vaguelette d'eau. Le son R est transcrit avec une bouche et notre H avec un plan de maison vu du dessus. Le signe suivant représente une corde enroulée. Elle se translittère avec un H avec un point en dessous. On va l'appeler H-point. Et il transcrit le son d'un H avec une expiration forte, comme lorsqu'on embue un miroir. He. Le signe suivant représente un placenta ou un tamis. Il est transcrit en translittération par un H avec en dessous un demi-cercle. On va l'appeler H-rond. Et il transcrit le son H guttural, comme dans le Ach allemand ou la Jota espagnole. Le signe qui suit représente un ventre de mammifère. Il se note en translittération avec un H avec en dessous un trait. On va l'appeler H-trait. Et il transcrit le son H, un son guttural doux, comme dans l'allemand Ich. Les deux signes suivants notent le son S. Le premier est un verrou de porte et le second une étoffe pliée, vue de profil. Ce signe à présent représente un bassin vu du dessus. Il transcrit le son ch et se note en translittération avec un S surmonté de ce que les Tchèques appellent la tchéka, une sorte de circonflexe à l'envers. Le signe suivant représente une dune vue de profil. Il se translittère avec un K avec un point en dessous ou avec le Q. Il sert à noter un K guttural qui vient du fond de la gorge, Ho. Le signe qui suit représente une corbeille en vannerie avec une petite anse sur le côté. Il s'agit du son K, notre K comme dans képi. Le signe qui suit est un support de jarre et il note le son G comme dans gare. Le demi-cercle représente un petit pain. Il sert à noter le son T. Le signe qui suit est un harnais pour animaux. Il sert à noter le son Ch, comme dans tchèque. Et il s'écrit en translittération avec un T avec un trait en dessous. Le signe qui suit représente une main vue de profil et sert à noter le son D. Et le dernier signe, le cobra, sert à noter le son J et s'écrit en translittération avec un D avec un trait en dessous. Je vous laisse encore quelques secondes pour regarder les signes et leur translittération. Passons maintenant au phonogramme bilitaire qui note, comme vous le savez déjà, une succession de deux consonnes. Voici quelques exemples. Les deux cornes de vache, oup, la OU pour le son mer, le canard pour le son sa, le damier pour le son men, l'œil pour le son ir, les deux bras en l'air pour le son ka, le poteau mis ici à l'horizontale, normalement on le retrouve souvent verticalement. Il se translittère avec le ein et le a, ce qui nous donne le son aa. La côte vue de profil pour le son im, la route pour le son wa, le petit lièvre tout mignon pour le son un, la maison vue du dessus pour le son per. Le signe mess représente soit trois peaux liées ensemble ou des fleurs d'amarante qu'on appelle des queues de renard.
La corbeille en vannerie transcrit le son neb. Le bâton de foulon et le bol rempli d'eau pour le son hem. Le signe qui suit représente un outil pour faire le feu et il note le son ja. Le pilier Djed qui représente la colonne vertébrale d'Osiris ici indique le son Djed et le cœur le son Hib. Voilà, ce n'était qu'une petite sélection puisqu'il existe beaucoup de bilitaires. Passons maintenant à la présentation rapide des trilitaires qui notent une succession de 3 consonnes. Le scarabée sert à noter le son Heper. Le rouleau de papyrus enroulé sert à noter le son Hetep. Le signe suivant représente une balustrade et sert à noter le son Sechep. Le mât à oriflamme sert à noter le son Netcher. On l'utilise d'ailleurs pour écrire le mot Dieu. Vous reconnaissez sans doute le dernier trilitaire. Il s'agit du signe de vie et il se prononce Anr. Voilà pour la présentation de cette petite sélection de phonogrammes. 2 remarques encore sur les phonogrammes. Certains signes ont plusieurs valeurs phonétiques. Par exemple, la côte vue de profil peut se lire M, mais aussi transcrit le son guess. La défense d'éléphant peut être utilisée pour le son beh, mais est aussi utilisée pour le son ho. Quant au signe de l'étoile, il peut avoir une valeur phonétique de seba ou celle de doua. Certaines valeurs phonétiques correspondent à plusieurs signes. Par exemple, le son N peut être écrit avec la vaguelette Do, mais aussi avec la couronne de Basse-Égypte, la couronne rouge. Le son Mer peut être écrit avec une OU, un ciseau à bois, ou encore le canal. Quant au son Hab, il peut être écrit avec une corne, ou encore la combinaison de 2 unilitaires, le Ein avec le bras et le B avec la jambe. Nous avons vu qu'un signe hiéroglyphique peut être utilisé comme idéogramme, comme phonogramme, mais ces phonogrammes peuvent être aussi utilisés comme complément phonétique ou auxiliaire de lecture. Alors, ces compléments phonétiques sont souvent des unilitaires. Ils précisent la valeur phonétique des bi- ou des trilitaires en s'ajoutant à eux. C'est une aide à la lecture. Ils ne se lisent pas et ne se transcrivent pas. Ils permettent aussi de distinguer les signes qui ont plusieurs valeurs phonétiques. Par exemple, mess qui s'écrit avec les queues de renard et l'étoffe plissée S. Il faut bien lire mess et non pas messes, car l'étoffe plissée S est le complément phonétique du bilitaire mess. Pareil pour anr, qui s'écrit avec le signe de vie, la vaguelette N et le tamis re. Il faut lire anr et non pas anr-nah, car ici, la vaguelette N et le tamis re sont les compléments phonétiques du trilitaire anr. Les compléments phonétiques nous aident aussi à distinguer les signes qui ont plusieurs valeurs phonétiques, comme ici dans cet exemple, avec le ciseau à bois. Les 2 mots suivants, Abu, Soué et Mer, la pyramide, utilisent ce même signe du ciseau. Le signe du ciseau, ayant les valeurs phonétiques Ab et Mer, ce sont les compléments phonétiques qui suivent, la jambe B dans le premier cas, la chouette M et la bouche R dans le second, qui vont permettre de translittérer et de traduire correctement le mot. Voilà, vous avez compris à quoi sert un complément phonétique, cet auxiliaire de lecture. Un signe hiéroglyphique peut être aussi employé comme déterminatif ou signe catégorie. Les déterminatifs sont des signes sémantiques qui déterminent la catégorie du mot, le champ lexical. Ils n'ont qu'une valeur sémantique et donc ne se lisent pas et ne se translittèrent pas. Par exemple, la femme assise renvoie au champ lexical de la femme du féminin. L'homme qui porte sa main à la bouche aux actions de la bouche, parler, manger. La divinité barbue assise à tout ce qui est en relatif au Dieu, au divin. Les 2 jambes en position de marche renvoient au champ lexical de l'idée de mouvement, de la marche, etc. Le signe de la route avec les touffes d'herbe sur le côté
exprime la route, le chemin. La maison vue du dessus sera le déterminatif pour tout ce qui est bâtiment. Quant à notre rouleau de papyrus enroulé, c'est le déterminatif des idées de tout ce qui est abstrait. Les déterminatifs se placent à la fin d'un mot et il peut en avoir plusieurs. Par exemple, dans le mot chenoute qui signifie grenier, nous avons un premier déterminatif qui représente un grenier et on voit même les grains à l'intérieur, et le second déterminatif représente tout ce qui est la catégorie des bâtiments avec le plan de maison vu du dessus. Le second mot oufa qui signifie parler de, médire, est lui déterminé par un homme qui porte sa main à la bouche, une action de la bouche puisqu'il s'agit de parler, et du noix, c'est un peu comique. Il faut s'imaginer que médire, c'est un peu jacté comme une oie. Troisième exemple avec le mot oudef qui signifie traîner, marcher lentement, qui est déterminé par la route et aussi par les deux jambes en mouvement. Les deux ensemble, on l'imagine bien, nous renvoie à la balade. Comme il n'y a pas de ponctuation en ancien égyptien, les déterminatifs qui se placent à la fin d'un mot nous permettent le plus souvent de séparer les différents éléments d'une phrase. Les déterminatifs permettent aussi de différencier les homographes, des mots qui s'écrivent pareil. Par exemple, la massue hedge, écrit simplement avec un trait du déterminatif, nous indique qu'il s'agit d'un idéogramme et qu'on parle bien de ce qui est représenté. Donc, une massue, le signe de la massue hedge avec à sa suite une maison vue du dessus, nous renvoie au champ lexical des bâtiments, et là, hedge signifie chapelle naos. Dans l'exemple suivant, la massue hedge est déterminée avec un collier en or, le déterminatif des métaux précieux, et 3 petits cercles qui est le déterminatif de ce qui est minéral. Il faut savoir que hedge signifie aussi être blanc. Donc le métal précieux qui est blanc, c'est l'argent. Le signe de la massue hedge suivi du signe déterminatif de l'oiseau sert à écrire le mot oie et particulièrement l'oie blanche. Nous avons vu à présent les 3 emplois possibles pour un signe. Idéogramme signe-idée, phonogramme signe-son, complément phonétique auxiliaire de lecture et déterminatif ou signe-catégorie. Nous allons passer à présent au genre et au nombre et leurs suffixes grammaticaux. L'égyptien classique distingue 2 genres, le masculin et le féminin. Il n'y a aucune marque particulière pour le masculin, mais le féminin se remarque le plus souvent par la terminaison .t en translittération, en hiéroglyphe marqué par le petit pain rond T. La marque du pluriel est la terminaison ou au masculin et out au féminin. Le tout est suivi du déterminatif du mot. Le déterminatif du pluriel, ce sont les 3 traits, qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Le déterminatif du pluriel s'utilise pour le masculin et le féminin aussi. En translittération, la désinence du pluriel masculin est .ou. Au féminin, .out. Dans la pratique, nos scribes égyptiens ne notaient pas forcément la terminaison ou du pluriel. Le plus souvent, c'est la seule présence du déterminatif des 3 traits qui va signaler le pluriel. Alors, on a le singulier, le pluriel, mais on a aussi quelque chose qui s'appelle le duel, utilisé pour tout ce qui va par 2. Les 2 bras, les 2 yeux. Les terminaisons du duel sont OUI au masculin et TI au féminin. En translittération, marqué .OUI et pour le féminin .TI. Voyons maintenant ensemble les pronoms personnels suffixes. En translittération, un double trait d'union ou égal relie le pronom personnel suffixe au mot auquel il se rapporte. La première personne du singulier se note I pour je, et il y a juste une différence entre la graphie pour un homme et celle pour une femme. Deuxième personne du singulier, au masculin se note ek et au féminin etch pour tu, avec les signes de la corbeille en CK et le harnais pour animaux tche. La troisième personne du singulier masculin se note avec la vipère à cornes
F, il. Pour le féminin, elle peut être notée avec le S verrou ou le S étoffe pliée. Elle. La première personne du pluriel, nous, se transcrit N et est écrite avec la vaguelette N et les trois traits du pluriel. La seconde personne du pluriel, vous, est transcrite avec Chen, qui est écrit avec le harnais pour animaux che, la vaguelette N et les trois traits du pluriel. La troisième personne du pluriel, il ou elle, se note sen et s'écrit avec les deux variantes du S, la vaguelette N et les trois traits du pluriel. Les pronoms personnels suffixes sont aussi utilisés comme adjectifs possessifs. Pour exprimer mon, ma, mes, i, ton, ta, tes, hec au masculin, etch au féminin, son, sa, ses, f au masculin et s au féminin. Notre, nos, votre, vos, chen et leur, sen. Un petit mot sur les adjectifs, leur accord. Lorsqu'il est épithète, l'adjectif suit le substantif auquel il se rapporte et s'accorde en genre et en nombre avec lui. Comme par exemple dépète néphérète, le beau bateau. Comme attribut, il précède le substantif et reste invariable. Comme dans népher dépète, le bateau est beau. Petite remarque, en égyptien, le mot bateau est féminin. Je voudrais vous dire un petit mot sur la structure d'une phrase simple. Ce qui est important de retenir, c'est que le verbe est placé avant le sujet. Puis nous avons le complément d'objet direct ou encore un complément d'objet indirect et des compléments circonstanciels. Comme dans mon exemple, Duaou i ra em hout netcher es. Je prie Ra dans son temple. Nous avons d'abord le verbe doua, adorer, prier. Puis vient le pronom suffixe i, je. Puis vient l'objet Ra, le dieu Ra. Puis vient le complément circonstanciel avec la préposition m, dans, et le mot Hot Netcher, la demeure divine, suivi de l'adjectif possessif hes, à lui, son, ça. Vous inquiétez pas, je ne veux pas rentrer dans un cours de grammaire, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vous propose à présent de travailler un petit peu avec un petit exercice où je vais vous demander de translittérer les mots suivants. Pour vous aider, je vous remets les unilitaires en visu et je vous laisse le soin de faire pause pour vous entraîner à translittérer ces différents mots dont je vous ai déjà donné la traduction. C'est un exercice tout simple, c'est juste pour s'amuser un peu. D'ailleurs, autre exercice que vous pourrez faire avec la liste des unilitaires, c'est par exemple écrire votre prénom. Ah, pour les prénoms avec un L, remplacez le L par un R. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, ou du moins presque la fin. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Je pense qu'au fur et à mesure, je ferai des vidéos sur les hiéroglyphes que je mettrai tout simplement dans ma playlist consacrée aux hiéroglyphes. Pour finir, je vais vous laisser avec un extrait du grand hymne au dieu Aton, qui date du règne d'Akhénaton, 18e dynastie au Nouvel Empire, et qui provient de Tel el Amarna. Ces quelques phrases vont vous permettre de voir comment se développe un texte égyptien. Je vais à présent vous lire la translittération de ce texte. Jed F. Hayek nefer em ahet nitpet, pa iten anch, sha'au anch. Yoek ubenti em ahet yabetet, mehenek taneb neferwek. Il dit, tu apparais beau à l'horizon du ciel, le disque vivant, le premier des vivants. Tu te lèves à l'horizon oriental, et tu as rempli toute la terre de tes beautés. Merci à tous pour votre attention, et je vous dis à la prochaine. Hotep.